Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. On est parti sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle de nos émissions. Nos francophones ont du talent, une émission qui met en valeur et qui célèbre les talents francophones locaux du Grand Toronto et de l'Ontario en milieu minoritaire et qui va vous proposer, chers auditeurs et auditrices, de partager avec vous un certain nombre de connaissances, de ressources et célébrer le dynamisme, la création artistique, la création entrepreneuriale également des communautés multiculturelles franco-ontariennes. C'est un format que vous allez retrouver à la fois sur les ondes du 105.1 et également en vidéo sur notre page YouTube. Vous pouvez vous y rendre. Il y aura 40 émissions jusqu'à fin mars réalisées. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de recevoir ici dans le studio numéro 2 en personne Gabriela Cassignano. Bonjour Gabriela. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Un grand merci de te prêter à ce jeu du portrait. C'est pas un portrait chinois, c'est un portrait plutôt qui se veut un petit peu exhaustif sur l'ensemble de ta carrière professionnelle, de ton parcours professionnel, je le disais, mais de ton parcours évidemment aussi d'immigrante, parce que c'est une problématique qui intéresse beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et à ce titre, eh bien, tu as un parcours qui n'est pas commun, surtout dans la francophonie, puisque tu nous viens de Roumanie. Est-ce que tu veux revenir sur tes origines en quelques mots? Oui, pas de problème. Alors, explique-nous d'où tu viens, de quelle région tu viens, et puis petit à petit, on va essayer de s'acheminer jusqu'au Canada, jusqu'à Toronto. Oui, donc je viens de Roumanie et du milieu du pays, une région avec des montagnes, c'est très beau là. Je ne vois pas de montagnes ici à Toronto. Ah oui, c'est la région c'est ce qu'on appelle le Caucase? Non, j'avais une station de ski 12 km Oh, la chance. de la ville, oui. Donc dans 2 minutes, j'étais sur la piste de ski. Tu pratiquais le ski? Oui, j'ai appris parce que je n'étais pas née dans ce village, Brasov. J'étais née dans une ville plutôt à la campagne et un peu plus loin. Mais j'ai déménagé à un moment donné à Brasov et avec les montagnes, j'ai dit je dois me mettre à ski parce que Écoute, alors, tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais je connais pas mal la Roumanie. J'ai personnellement des amis là-bas qui me sont très chers et je suis allé une fois à Brasov. Ah voilà. C'est très charmant. Oui. Et ça rappelle parfois, oui, c'est vraiment un village d'Europe centrale, comme on peut en retrouver aussi dans d'autres parties de l'Europe, avec, je crois qu'il est resté très typique. Oui, c'est une ville, je crois que c'est la troisième ville de Roumanie. Puis, à ce temps-là, quand j'ai quitté il y a 20 ans, il y avait 340 000 personnes. Et c'est très dynamique. Et j'aime bien qu'on combine les loisirs, les montagnes, les randonnées et l'économie, toutes les choses, la culture aussi. On avait une philharmonique juste dans notre ville, on pourrait aller toutes les semaines à un concert de musique classique, donc vraiment très divers. Et aujourd'hui, assez touristique aussi, hein, Oui. Il y a pas mal d'hôtels, de restaurants, c'est vraiment un endroit sympa. Alors, tu nais et tu grandis en Roumanie, à Brasov, dans les années, j'imagine, il y a quelques années déjà, avant la chute du mur de Berlin et avant la fin de l'Union soviétique, à une époque où la Roumanie est communiste. Quels sont les souvenirs en deux mots que tu gardes de cette époque? Est-ce que pour toi c'était des souvenirs plutôt positifs, plutôt heureux, ou alors des souvenirs un petit peu durs? Je n'ai pas vécu vraiment la révolution, donc je vivais dans des localités où c'était pas très actif pendant la révolution. Avant, les familles étaient heureuses, essayaient de faire des choses qu'ils aimaient faire. Donc, c'était pas une vie très mauvaise. Pas beaucoup de ressources. Par exemple, en hiver, on n'avait pas des fois de l'eau chaude ou le chauffage n'était pas bien, mais on avait d'autres choses qui nous a fait heureux. Donc,
pas senti comme une période très mauvaise du point de vue personnel, mais du point de vue option de s'exprimer, c'était pas si facile. Parce que, oui, liberté politique et liberté d'exprimation, du point de vue qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux faire. Il y avait quelques pistes, mais pas beaucoup. Et tu ne pourrais pas aller en dehors de ça parce que le régime était assez strict. Juste 2 heures de télévision dans la journée, c'était pas facile. Avec beaucoup d'émissions qui parlaient du régime, que c'est très bien. La glorification, le culte de la personnalité. Mais l'autre face de cette culture-là, c'est qu'on a développé beaucoup de loisirs, beaucoup de choses qu'on voulait faire. On n'a pas vraiment resté beaucoup devant la télé. Donc, il y a des points forts et points faibles dans des situations comme ça. Si tu compares à ce que vivent aujourd'hui nos jeunes, qui sont peut-être un petit peu trop enfermés devant des écrans, même plus de télévision, mais plutôt d'ordinateur, de téléphone, effectivement, parfois on peut regretter ce genre de vie en plein air. Exactement. Je vois ici, surtout si on parle de nouveaux arrivants à un moment donné des immigrants, il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'hiver. Moi, j'aime l'hiver. J'aime sortir, faire du ski, aller marcher dans la neige. Il y a beaucoup de gens qui restent à la maison à cause du froid. Il faut sortir. Et moi, je n'ai pas vécu ça parce qu'on devait sortir, on se promenait, c'était vraiment très bien. Alors, explique-moi, Gabriella, à l'époque de tes études, si on avance un petit peu dans le temps, quelle voie choisis-tu et quels sont tes rêves à ce moment-là? On va aller jusqu'à maintenant, ce que tu fais et ton implication littéraire, évidemment, ton implication en tant que coach et ton travail de conseil au quotidien. Mais à cette époque-là, quels étaient tes rêves, quels étaient tes objectifs? C'est une bonne question parce que mes rêves n'ont pas abouti. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien la partie intuitive, créer des choses. Quand j'étais enfant, ma mère m'a enseigné comment être beaucoup plus logique. Donc, elle m'a enseigné si bien que je suis allée à l'université devenir ingénieure. Ingénieur? Oui. Donc, même j'ai dit à ma mère, OK, maintenant je sais bien la physique, la mathématique, je veux aller vers l'architecture. Elle a dit non, je veux pas aller. Donc, je suis allée vers l'ingénierie électronique. Je peux très bien dans n'importe quel domaine, je me mets là-dedans parce que j'ai appris à faire les choses assez bien. Donc, je suis devenue ingénieure pendant 18 ans. J'ai travaillé dans la plus grande compagnie de télécom en Roumanie, comme c'était belle ici. Donc, avec le temps, j'ai remarqué que ça ne m'intéresse pas trop, même si j'ai fait du bon travail et le manager était content, mais je n'avais pas beaucoup de satisfaction. Et quand j'ai eu l'occasion de venir au Canada, je me suis donné du temps pour au moins me rendre compte de ce que je veux faire, parce que à ce temps-là, j'étais vraiment très fermée avec les options. Je ne savais pas exactement dans quelle direction y aller. C'était déjà 18-20 ans depuis que j'avais cette idée-là. Donc, je me suis donné le temps et je me suis rendu compte que je veux faire du coaching parce que les premières 2 semaines, quand je suis arrivée au Canada, j'ai rencontré 2 personnes de coach. Et c'était une profession que je n'ai pas entendue en Roumanie à ce temps-là. Donc, c'était quelque chose de nouveau pour toi comme pas seulement parce que c'est nouveau, mais parce que je savais que ça ne m'intéresse pas travailler avec des objets, comme dans l'ingénierie. Travailler avec les gens, les aider, oui, avec l'humain. Donc, quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils font, je leur ai demandé quelles études ils ont fait, et les 2 ils m'ont dit la même cours. J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, tu rencontres 2 personnes à 2 semaines de différence, ils ont fait le même parcours professionnel. Une était statisticienne avant de devenir coach. Donc, c'est ça qui m'a fait comprendre qu'enfin, je peux changer la direction vraiment. 180 degrés. Oui. Complètement. Alors, tu as prononcé le mot d'architecture, c'était une de tes idées d'études. Ça veut dire que tu avais cette fibre artistique qu'on va retrouver aussi plus tard dans ta carrière. Déjà, tu avais envie d'être plus créative, peut-être. Oui. Même dans l'école, j'aimais beaucoup dessiner. J'ai été découragée par mon professeur. Il a dit non, en Roumanie, les notes étaient de 0 à 10.
C'est-à-dire, moi je donne un 10 juste, le 10 c'est juste pour moi en tant que professeur. J'étais comme, ce sont les notes pour les élèves. Donc ça m'a découragé beaucoup, donc je laissais le côté artistique, le côté d'inspiration, vraiment je l'ai mis quelque part, j'ai complètement oublié pour un bout de temps. Et tu es revenu, on va en parler aussi parce que je m'intéresserai aussi à ta pratique artistique. Je sais que tu peins aussi. Oui. Alors on va en parler un petit peu plus tard. Comment a cheminé l'idée de venir au Canada? À quel moment est-ce que ça s'est passé? Tu dis que tu t'es impliqué pendant très longtemps finalement dans ce métier d'ingénierie, 18 ans, c'est ça? Oui. Donc tu as vraiment une première carrière. Et puis, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour te dire, allez, je vais changer complètement de vie finalement, je vais partir dans un nouveau pays, sur un nouveau continent, avec une nouvelle langue et faire autre chose. C'est quand même quelque chose qui peut être effrayant un petit peu. En effet, c'était comme ça. L'idée m'est venue parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était en train d'immigrer au Canada. J'ai dit, tiens, il y a une option, là, ça peut être intéressant, parce que j'étais à ce moment-là de ma vie, quand j'ai dit, je ne vais pas continuer, parce que ça ne me donne pas de satisfaction, mais je ne savais pas dans quelle direction. Et j'avais cette idée d'immigrer au Canada, après j'ai parlé avec cette personne-là, mais c'était vraiment effrayant. Et à ce moment-là, j'étais en cours de faire une maîtrise en gestion d'entreprise avec des professeurs de l'Université de Paris. Je me suis rendu compte qu'en effet, j'ai encore le pouvoir d'essayer des choses nouvelles. Et d'apprendre aussi. Et aussi, j'ai dû faire un stage de 4 mois en France. Je le fais très bien, j'ai eu de très bons résultats. J'ai envoyé des résumés pour voir quel est mon niveau en France. Je savais juste en Roumanie. Et quand j'ai vu qu'il y avait une compagnie qui voulait me payer même la visa 10 000 de francs pour aller travailler pour eux, je me suis dit, j'ai beaucoup encore à offrir, pourquoi pas essayer. Donc, en ce temps-là, j'ai commencé les démarches, je suis arrivée au Canada. Alors, tu sais, il y a quelque temps, dans cette même édition, Nos francophones du talent, j'ai interviewé un de tes compatriotes, ça me fait penser, peut-être que tu le connais, qui s'appelle Valérie Vlad, le président du Salon du Livre de Toronto, dont on parlera peut-être, le Salon du Livre francophone. Et c'est drôle parce qu'il y a des points communs dans ces parcours de vie avec peut-être une rencontre qui fait basculer la vie, quelqu'un qui parle de son expérience au Canada, qui parle de son immigration réussie et qui donne envie finalement de sauter le pas. Oui, c'est ça. Quand tu es arrivé ici, tu es arrivé directement à Toronto ou est-ce que oui. En fait, j'ai voulu aller à Montréal. Et pendant 6 mois, j'attendais la visa. Et quand elle est venue, j'ai dit, OK, maintenant je vais à Toronto. Parce qu'au début, j'ai voulu vraiment aller à Montréal. Ouais. Mais je suis venue directement à Toronto. Il faut dire aussi que j'ai été divorcée à ce temps-là. Mes enfants étaient aux États-Unis, donc j'ai voulu venir à Toronto pour être plus près. Ah oui. Oui, ils sont à Detroit, Detroit. Ah oui, donc on n'est pas trop loin, oui. en effet, oui, effectivement. Ça, c'est une autre raison pourquoi j'ai voulu venir au Canada. Et dis-moi, tu parlais bien anglais quand tu es arrivé ou ça a été un enjeu pour toi? Non, je parlais assez bien l'anglais. Je ne croyais pas que c'est un très bon niveau, mais quand j'ai fait le test, ils m'ont dit tu n'as pas besoin de cours d'anglais, tu dois aller directement chercher un emploi. J'ai dit OK, mais je n'avais pas le courage de parler en anglais. Ça, c'est autre chose. Alors, on va en parler aussi parce que dans ton travail de coaching, tu donnes beaucoup d'astuces et beaucoup de confiance en soi pour que les gens soient capables justement de trouver en eux ce courage pour relever les défis professionnels notamment qui sont ceux justement de beaucoup d'entre nous lorsqu'on arrive dans un nouveau pays et qu'on est confronté à une nouvelle carrière, une nouvelle vie, à des nouveaux choix et tout ça parfois peut être intimidant, mais tu vas nous en parler. Et même quand on change de carrière, même si tu es dans la même ville, dans le même pays, tu changes de carrière, il y a cet aspect-là de confiance en soi. Avant de parler de ton travail de coaching et de la manière dont tu l'as développé, parce qu'en plus l'approche est très particulière, très intéressante,
nos auditeurs et nos auditrices, je voudrais que tu nous rappelles comment ça se fait que tu parles si bien français, parce que je pense que beaucoup d'entre eux ne savent pas que le français est étudié, ou était en tout cas étudié en Roumanie. Oui. Et comment est-ce que tu l'as parfait, cette pratique? Tu dis que tu as fait un stage en France notamment. En effet, Roumanie fait partie de la francophonie. Depuis longtemps, elle est très connue, très active dans la francophonie. Donc, on apprend à l'école et j'ai eu la chance de faire une formation, comme je dis, en France. Ouais. En effet, les fonds venaient de l'Union européenne et ils ont amené des professeurs de Paris 13, Université Paris 13 Val-de-Marne. Oui, ok. Ils les ont amenés en Roumanie pour nous enseigner pour faire la maîtrise en gestion d'entreprise. Donc, j'ai fait les cours en Roumanie avec des professeurs de France. Et pour finir la maîtrise, on devait faire un stage. Donc, j'ai eu la chance de faire un stage en France. Et c'est là où j'ai pratiqué le français tout le temps. Je savais le français parce que je l'ai appris à l'école, mais pratiquer en France, ça a été beaucoup plus utile. Alors là aussi, une belle leçon de persévérance pour prouver qu'il est possible d'apprendre et de parfaire une langue plus tard dans la vie. Ah oui. C'est quelque chose de tout à fait réalisable. Ce français, c'est des attaches évidemment de tes études, mais tu t'intéresses aussi à la culture francophone et à la francophonie au sens large. Oui, j'aime bien. En effet, la langue romane et la langue française sont des langues latines. On a beaucoup de choses en commun, beaucoup d'habitudes, beaucoup de choses culturelles qui se ressemblent. Donc, oui, je suis allée en France, j'ai visité les magasins pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans la partie culturelle. Je suis allée à des spectacles en France. Donc, oui, j'ai beaucoup allé dans cette direction-là. Pas seulement être là pour le stage. Et ici même... J'ai visité la maison du Monet, j'ai beaucoup aimé. Ah, Giverny, formidable. Oui, j'ai dit, si tu n'es pas né peintre, si tu as une maison comme ça, tu vas devenir peintre. Je l'ai visité en mai quand toutes les fleurs étaient... C'est magique. Oui, c'est vraiment super. Gabriella, on va parler de peinture tout à l'heure, mais sur l'aspect coaching, donc nous on s'est rencontrés il y a de cela pas mal d'années déjà, alors que tu enseignais, on peut dire que c'était donner des cours ou des formations, pour le centre francophone, et donc en français, le français te servait déjà dans la carrière professionnelle. Quel a été le cheminement pour toi pour te dire que tu allais te lancer en tant que coach individuellement et développer ta propre approche qui, on va en parler, est très particulière? Quand j'ai décidé, quand je me suis rendu compte qu'est-ce que je veux faire, c'est le coaching, j'ai commencé à prendre des cours, j'étais encore dans l'ingénierie ici, donc je travaillais dans l'ingénierie, assurance de qualité dans une compagnie. Tu as poursuivi ici encore? Oui, j'ai travaillé pour Alcatel ici. Okay. Pendant 3 ans, j'ai travaillé pour eux, mais je me suis rendu compte de ce que je veux faire, j'ai commencé à prendre des cours. Mais j'avais toujours en tête qu'est-ce que je dois faire pour vraiment faire aller dans la nouvelle direction. Et pendant mon cours, un collègue m'a dit dans une pause, il a dit pourquoi tu ne veux pas devenir par exemple un mentor? Il y a des programmes qui aident les nouveaux arrivants, qui font le bridge, le pont entre leur parcours professionnel et ici au Canada. Donc, j'ai commencé à me renseigner et je me suis rendu compte que le centre francophone veut démarrer un programme comme ça. Donc, j'ai appliqué à ce programme-là et il était très content parce que j'avais déjà un parcours professionnel. Mais aussi, j'amenais le coaching qui était très bien pour aider les nouveaux arrivants. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le pont entre l'ingénierie et le coaching. Et entre-temps, j'ai commencé mon pratique de coaching aussi avec des individus. Et je travaillais pendant quelques ans avec le centre francophone parce que j'ai bien aimé travailler avec des gens intelligents, comme beaucoup de nouveaux arrivants. Ils ont des études, ils ont un parcours professionnel. Donc, ils sont vraiment c'est très facile à parler avec eux. J'ai beaucoup aimé partager qu'est-ce qu'ils peuvent faire ici pour les aider. Entre parenthèses, 8 ans après, j'étais dans un Starbucks, quelqu'un m'a approché. Est-ce que tu es Gabriella? J'ai dit oui.
Elle me dit, mais, tu te rappelles, tu as donné cet atelier-là, m'a été très utile dans mon intégration au Canada. J'ai dit, tiens, ça a dû de le faire à long terme aussi. Donc, le centre francophone et la langue française m'a beaucoup aidé dans tout mon parcours au Canada. C'est pas juste le centre francophone. Et mon premier emploi à l'Alcatel, c'était parce que je connaissais le français aussi. Alors, on avait un projet avec la France à ce temps-là. Voilà, quelque chose qui va faire plaisir à nos auditeurs francophones également. Le français sert beaucoup professionnellement parlant, y compris en pays anglophone, dans la province anglophone. Surtout dans la province. Surtout dans la province anglophone, c'est vrai que c'est un atout supplémentaire. D'ailleurs, je crois qu'il y a des statistiques qui prouvent à quel point, globalement, les francophones bénéficient d'un avantage au niveau des salaires, au niveau du recrutement sur les 100% anglophones. Oui, mais il faut aussi apprendre l'anglais. Parce que j'ai rencontré des francophones qui restent dans la communauté francophone et sans qu'ils ont arrivé à un certain niveau, ils ne peuvent pas avancer, mais c'est parce qu'ils n'ont pas développé leur anglais. Alors justement, quels sont les enjeux que tu as pu observer, les grandes tendances chez les immigrants francophones fraîchement arrivés? Tu parlais de cette non-pratique de l'anglais qui peut être effectivement dommageable. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes, d'autres choses qu'il faut avoir à l'esprit? Oui, il y en a plusieurs en effet. Une autre, c'est qu'il y a une différence entre apprendre la langue et vraiment comprendre comment communiquer avec les anglophones, par exemple. Parce que les francophones sont beaucoup plus diplomates, les anglophones sont beaucoup plus directs. Même si tu connais le vocabulaire, tu dois comprendre comment t'exprimer pour qu'ils te comprennent, parce que si tu parles de la même façon, peut-être ils vont perdre la patience parce que tu es trop diplomatique, tu ne vas pas directement au sujet. Donc, comprendre ces petites choses-là, c'est une des choses que j'ai appris. Une autre chose, c'est que tu dois comprendre que même si le Canada, c'est un pays bilingue, surtout si tu es en Ontario, c'est l'anglais qui est plus utilisé. Donc, ne t'attends pas que ton français sera accepté partout. C'est ça que j'ai observé. Ils avaient ces attentes, mais voilà, le Canada, c'est bilingue. Pourquoi je ne peux pas trouver un emploi? Si tu veux dans le milieu anglophone, tu dois parler anglais aussi. Un autre défi pour les nouveaux arrivants francophones, c'est qu'ils doivent comprendre aussi la culture. Ici, en Ontario, les gens sont un peu plus froids. Et les francophones sont beaucoup plus... ils aiment faire des amis très vite, ils aiment aller boire un café ensemble. C'est pas la même culture ici. Oui, la dynamique humaine est aussi différente et il faut arriver à en prendre conscience. Ouais. Donc, quand tu commences à être ouvert et parler avec les gens, quand tu te rends compte de ces choses-là, tu peux avancer très vite. Mm-hmm. Mais si tu n'es pas ouvert, si tu gardes tes idées de qu'est-ce que tu dois trouver ici, ça ne va pas être si facile. Alors, comme je le disais, Gabriela, nous on s'est rencontrés lors de mon arrivée sur le sol canadien, alors que je n'avais même pas la possibilité personnellement de faire, d'être employé parce que j'étais en attente de visa. Mais j'avais suivi un de tes ateliers avec beaucoup de plaisir et j'avais appris énormément de choses et ça m'avait donné aussi beaucoup de confiance en moi en ce qui concerne effectivement une réorientation professionnelle parce que j'arrivais avec 10 ans de bagage professionnel derrière moi que je n'allais pas pouvoir nécessairement réemployer facilement. Et pourtant, dans ces ateliers qui étaient animés avec plusieurs personnes, tu arrivais à nous transmettre effectivement des trucs et astuces très concrets sur des choses très importantes comme écrire son résumé, se présenter dans un entretien d'embauche, réaliser des entretiens préliminaires, ne pas hésiter à aller proactivement vers les autres. Les compétences transférables. Voilà, les compétences transférables et des choses qui m'ont servi longtemps effectivement et pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui ont suivi les mêmes ateliers que tu animais et qui continuent à leur servir effectivement régulièrement parce que on a toujours ça à l'esprit comme référence lorsque l'on passe des entretiens, lorsque l'on se met dans une situation d'évolution de carrière.
Comment est-ce que toi-même tu as appris ces différentes compétences? Comment est-ce que tu les as développées? Comment est-ce que tu as fait en sorte que ces ateliers justement puissent fonctionner avec, tu le disais, des gens de profils très différents, souvent des gens qui ont beaucoup d'études, mais qui ont des études très différentes, parfois des parcours professionnels différents, dans des pays différents. Comment est-ce que tu as réussi à rassembler des connaissances qui puissent être appliquées de manière presque universelle? D'abord, quand je suis arrivée ici, j'ai fait moi-même des ateliers comme ça. L'atelier que j'ai fait, c'était donné par un coach. Et quand j'ai changé de carrière vers le coaching, j'ai compris qu'est-ce qu'il a fait. En effet, moi aussi, ce que j'ai fait avec mes ateliers, j'ai amené toute mon expérience en tant que nouvel arrivant, en tant d'une personne qui veut s'intégrer ici. Donc, j'étais très ouverte à apprendre avec les gens, comprendre qu'est-ce qui se passe, comment faire des choses, même avant d'y arriver. J'ai contacté des gens au Canada, des gens que je connaissais pas, sur des forums de discussion et tout ça, pour apprendre un peu la culture d'ici, comment approcher les choses. Donc, ça m'a aidé d'un point de vue, mais aussi du point de vue du coaching. On amène le concept de coaching dans ce domaine-là d'employabilité. Parce que j'ai appris certaines stratégies pour la recherche d'emploi. Par exemple, quand tu amènes la stratégie de coaching, tu dois comprendre que la personne, avant d'implémenter ces stratégies-là, ils doivent comprendre qu'est-ce qui se passe, où ils en sont. Parce que s'ils arrivent ici avec une certaine façon de recherche d'emploi, et ils vont faire la même chose, ils ne vont pas se débrouiller. Si tu leur dis, tu dois faire ça et ça et ça, ils vont dire non, pourquoi faire ça, je ne comprends pas, je veux continuer dans la même direction. Donc le coaching a aidé à changer un peu la perspective, et après, je les ai donné des stratégies, et j'ai développé de nouvelles stratégies parce que j'ai vu la différence entre les personnes extraverties et introverties. Donc c'est des choses que j'ai appris et j'ai développé en temps avec l'expérience que j'ai eue avec les participants, avec les clients du centre francophone par exemple. Tu as prononcé le mot-clé introverti, on va en parler jusqu'à aujourd'hui avec le développement de ton université pour personnes introverties. Ce qui me fascine, Gabriela, c'est justement le dynamisme et la proactivité justement que tu as mis toi-même dans ton parcours professionnel et que tu nous as transmis dans ces ateliers et que tu as transmis ensuite à tous tes élèves en tant que coach. Cette volonté d'aller de l'avant, de ne pas hésiter à frapper à des portes, à prendre des rendez-vous d'information avec des gens qu'on ne connaît pas et à effectivement remuer ciel et terre pour avancer. C'est une dynamique que l'on imagine davantage pour une personne extravertie que pour une personne introvertie, et pourtant tu te définis toi-même comme introverti. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à lutter contre la nécessaire timidité inhérente aux personnes introverties, la nécessaire, pas nécessaire, mais les appréhensions que les personnes introverties ont à justement aller de l'avant parfois et à aller vers les autres, à aller vers des décideurs, à tenter sa chance. Alors, on dit souvent que les personnes introverties n'osent pas trop se mettre en avant. Oui. En effet, j'ai bien compris la différence entre les deux. Et je me suis rendu compte que les personnes extraverties sont motivées par des choses externes, ce qu'on appelle extrinsic motivation. Et les introvertis sont motivés par des choses qui sont à l'interne. Donc, en tant que personne introvertie, si tu te mets un objectif, si tu veux aller dans cette direction-là, et si tu te demandes de quoi j'ai besoin pour y arriver, tu te rends compte que tu n'as pas ces informations-là ou les ressources que tu vas aller vers les personnes qui peuvent te dire où tu peux trouver les ressources ou les informations que tu as besoin. Donc, si en tant que personne introvertie, je savais que je veux changer de carrière, je suis allée vers cette personne-là qui m'a dit, elle était statisticienne, elle a changé vers le coaching. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut prendre un café ensemble, me dire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pensé, je suis timide, je ne veux pas approcher la personne parce que j'étais intéressée de quelque chose. À l'objectif. À l'objectif, oui. Donc, si on prend ça en considération, c'est ça qui peut aider les introvertis et ce qui m'a aidé aussi.
une petite parenthèse. Quand j'ai fait l'atelier de 3 jours sur la recherche d'emploi, il nous parlait beaucoup du réseautage. Oui. Il faut faire le réseautage au Canada, c'est très important, et moi, je ne vais pas faire du réseautage, je ne suis pas intéressée. Et 2 mois après, je parlais avec la personne qui donnait les ateliers, il m'a dit comment ça va, j'ai dit voilà, je parle avec ces personnes-là. Donc il s'est rendu compte que j'ai presque 100 personnes dans mon entourage à ce temps-là, de nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Il a dit mais tu fais beaucoup de réseautage? J'ai dit non, je ne fais pas de réseautage. Je me suis rendu compte. Oui, dans mon idée, c'était, si tu veux utiliser le mot réseautage, c'est du réseautage stratégique pour les introvertis. Ouais. Donc, moi, je ne suis pas allée dans des réunions de réseautage juste pour parler avec des gens, parce que je ne me sens pas à l'aise. L'image que je donne, c'est pas assez bien. Mais en tant que personne introvertie qui a un objectif, j'aimerais bien parler avec toi si tu peux avoir des idées, me donner des ressources. Sur un objectif précis, sur un thème précis, oui. tu t'es rendu compte que les personnes introverties sont capables de se focaliser davantage. Oui, tu as le courage de poser la question. À un moment donné, on va parler des livres peut-être. Je donnais une présentation sur un de mes livres. Et à la fin, il y a une étudiante qui est venue très timide. Elle est venue vers moi et me demande qu'est-ce que je peux faire pour parler avec plus de gens. Je dis mais qu'est-ce que tu as fait pour venir ici me parler? Parce qu'elle était dans l'audience. Elle a dit mais j'avais cette question dans la tête. J'ai dit c'est ça que tu as besoin de faire. Focalise-toi sur la question. Exactement. C'est un excellent conseil finalement pour nous autres. Alors, quand est-ce que, bon, j'imagine que tu savais que tu étais une personne introvertie depuis presque toujours, mais quand est-ce que tu as pris conscience de cette différenciation et quand est-ce que tu t'es dit je vais pouvoir utiliser ça comme un outil, comme une arme presque, davantage que comme que de subir ça comme étant une tare en quelque sorte? C'est une très bonne question. D'abord, avant de venir au Canada, je ne savais pas que je suis une personne introvertie. Tu ne savais pas? Non. Okay. En Roumanie, à ce temps-là, on ne parlait pas de personnes introverties, extraverties, de différences et tout ça. Mais j'avais toujours une préférence vers la psychologie. Okay. Même au lycée, j'ai acheté un manuel de psychologie. Même si au lycée de mathématiques et physique où j'ai été, ils n'avaient pas une matière comme ça. Oui, j'imagine que c'était un petit peu loin de ces études. Même à un moment donné, j'avais pensé d'aller vers la psychologie pour l'université, mais à ce temps-là, en Roumanie, il n'y avait plus de l'université où tu pouvais aller dans cette direction-là, donc je suis allée vers la partie logique. Mais donc j'arrive ici, je me rends compte qu'est-ce que je veux je veux changer de carrière. Ça, c'était sûr que je veux le faire. Je ne savais pas pendant presque 3 ans vraiment dans quelle direction. Et on a fait un test, le test MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, dans une des formations avec des collègues de l'Alcatel. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je suis une personne introvertie. Tu crois beaucoup à ces tests parce que il y a parfois des gens qui disent oh moi je rentre pas dans des cases, je ne peux pas vraiment me qualifier comme ça, j'y crois pas. Est-ce que tu conseilles quand même aux gens de passer ce genre de test? Si je te dis que la semaine dernière, j'étais occupée à passer la certification pour ce test-là, ah oui? Pour être certifiée à donner ce test-là, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter. Parce que si on revient dans le passé, quand j'ai compris que je suis une personne introvertie, j'avais fait déjà quelques cours de coaching. Je savais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais. Ça ressemble bien avec ce que je veux en tant que personnalité. Mais j'étais en train de réfléchir si c'est vraiment bien de quitter l'ingénierie et aller dans cette nouvelle direction. Et quand j'ai fait le résultat du test m'a dit que le coaching, ça va très bien avec les 4 lettres de ce test-là. Ça a vraiment confirmé. Exactement. Donc, vocation. Même moi, je le sentais, du point de vue intuition, je sentais depuis longtemps que c'est pas quelque chose pour moi, l'ingénierie ou l'assurance de qualité. J'ai fait ce changement au fur et à mesure, mais j'étais pas très sûre. Mais le test m'a vraiment confirmé que je suis dans la bonne direction, donc m'a donné le courage d'avancer. Après, j'ai commencé à donner des ateliers pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi. J'ai commencé à voir que
les stratégies pour les extravertis, les personnes introverties peuvent être différentes, même si l'objectif est le même. Donc, j'ai commencé à appliquer ce que je connaissais différemment avec des différentes stratégies. Et dans la partie de coaching de ce que j'ai fait, j'ai observé que je travaille beaucoup mieux avec des personnes introverties que des extravertis. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est quelque chose pas seulement pour moi, mais aussi je peux aider d'autres personnes. Au moment donné, j'ai donné un atelier avec des étudiants de l'université et je les ai posé la question combien de vous êtes des personnes introverties ou au moins timides. Moitié ont levé la main, un groupe de 40 personnes. J'ai dit regardez autour de vous. Et à la fin, une des étudiants est venue me dire je veux vraiment vous remercier parce que jusqu'à ce temps-là, je ne savais pas que je ne suis pas la seule personne qui est comme ça. Exact. Donc, oui, c'est presque moitié-moitié dans la population. Exactement. Si tu regardes maintenant les statistiques, c'est presque comme ça. Mais si tu es juste dans ton bulle, dans ta monde, tu ne te rends pas compte de ça. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, le fait que vous avez partagé que vous étiez un peu plus timide avant, vous n'êtes plus maintenant, parce que timidité et être introverti, c'est pas vraiment la même chose. Et maintenant, vous donnez des cours comme ça, elle a dit, ça me donne du courage que je peux aussi évoluer. Donc c'est ça qui m'a fait rendre compte que je dois aller vers ce niche-là. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs aussi beaucoup plus fasciné, c'est que tu prêches dans ton coaching, dans ton approche, quelque chose que tu vis toi-même personnellement. Et donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui suit un de tes cours de s'identifier, de voir que les stratégies que tu mets en place pour les personnes introverties fonctionnent, puisque toi-même tu en es la preuve vivante. Tu donnes des cours devant des dizaines de personnes, tu écris des livres, on va en parler, tu donnes des conférences et tu t'engages sur de multiples activités pour lesquelles tu es en première ligne finalement, et tout ça en tant qu'introverti. Tu le dis aussi, voilà, on ne devient pas extraverti, on reste toujours introverti, mais on peut se départir de cette timidité justement. C'est pas juste la timidité, c'est aussi qu'on apprend de nouvelles attitudes, de nouvelles aptitudes, oui. C'est ça. Donc il n'y a aucune fatalité, on peut être introverti et faire un métier dans la lumière, dans les médias. Dans n'importe quelle direction tu veux y aller, tu peux le faire. C'est ça. Si tu utilises des stratégies qui fonctionnent pour toi, tu peux aller dans n'importe quelle direction. Et on peut être surpris même de se rendre compte à quel point de nombreuses personnalités très célèbres, acteurs, politiques, qui sont introvertis. Oui. Gabriela, si on avance dans ta carrière et justement pour parler de ton travail d'écriture, tu écris des livres qui ne sont pas de la fiction, qui sont davantage justement des non-fiction, comme on appelle cela, des livres qui... Le développement personnel. Voilà, sur le développement personnel, qui sont un prolongement en quelque sorte de ton travail de coaching. Oui. Comment est-ce que tu as décidé de te lancer dans cette écriture? C'est intéressant de parler avant d'être une personne introvertie. Je donnais des ateliers et ça prend beaucoup d'énergie pour un introverti, c'est vraiment beaucoup et j'avais pas le temps de me ressourcer entre deux ateliers. Donc je donnais des ateliers presque tous les jours. Et à un moment donné, j'ai fait un burn-out. J'ai plus parlé pendant 4 mois, beaucoup d'autres symptômes au niveau de santé qui s'accumulaient. Je n'ai pas pu marcher, je suis allée au médecin, il m'a envoyé à l'hôpital à l'urgence. C'était dû au stress? C'était à cause du stress. J'ai beaucoup parlé pendant les ateliers. Et même quand tu donnes un atelier, même si tu ne parles pas beaucoup, juste garder l'ambiance, ça prend beaucoup d'énergie. Absolument. Et en plus des ateliers, oui, l'animation d'atelier parlait, le reste du jour, je parlais aussi avec les clients. Donc, je mettais beaucoup de l'énergie dans l'emploi et j'avais pas assez de temps l'après-midi, le week-end pour me ressourcer. Donc, c'est accumulé à un moment donné jusqu'à le métabolisme a vraiment été bouleversé. Et comme j'ai dit, pendant 4 mois, j'ai pas pu parler. Et à un moment donné, j'ai eu cette idée-là de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire si ma voix ne revient pas? Qu'est-ce que je vais faire avec le reste de ma vie?
Et la pensée qui est revenue juste après, c'était écrire le livre pour les introvertis sur la recherche d'emploi. Parce que j'ai déjà développé beaucoup de stratégies, j'ai eu déjà la confirmation que ça fonctionne. J'ai dit, tiens, pourquoi je n'ai pas pensé avant? Donc, j'étais toujours dans le burn-out avec tous les symptômes de santé que j'avais. Mais j'ai commencé à écrire ce livre-là pendant 10 mois. Et pas juste eu un livre qui a été un best-seller dans ce pays, mais aussi m'a aidé au niveau du point de vue santé. Parce que je me suis concentrée. Avant, quand j'étais dans le burn-out, je sentais que mon corps, c'est comme comment on peut dire, c'est vraiment dispersé. Je pourrais pas me concentrer, me focaliser sur quelque chose. Mais dès que j'ai eu cette idée-là, et chaque jour, j'ai commencé à écrire un petit peu. Au début, juste 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, jusqu'à 7 heures par jour. Ça, c'est aussi un bon conseil, garder un objectif, mais aussi réduire les tâches, les diviser pour que ce soit faisable. Oui, pour ne pas avoir une montagne devant soi. Oui, aussi faire ce que tu peux avec ce que tu as. Ouais. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas parler, qu'est-ce que je pourrais faire? Écrire. Donc, au fur et à mesure, la concentration est revenue, donc j'ai fini le livre, je l'ai aidé avec la promotion. J'ai pas beaucoup de pensées pour la promotion du livre parce que j'ai eu le temps d'utiliser les médias sociaux pour faire les gens savoir que le livre ça vient. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté à écrire et après j'ai commencé à écrire. Tu en as écrit beaucoup, tu as combien? Oui. 8, 9? Non, j'ai plus de 10 livres, mais certains des livres, les livres de photo-coaching, j'avais le contenu avant. Dès que j'ai écrit le premier livre, je l'ai publié moi-même, parce que je n'ai pas voulu aller avec une maison d'édition. Ouais. J'ai appris le processus de publier des livres, j'ai dit, tiens, j'ai d'autres contenus que je peux publier. Donc, et ça fait aussi partie peut-être des caractéristiques de certaines personnes introverties, cette volonté de tout vouloir apprendre et faire soi-même plutôt que de déléguer ou plutôt que de s'entourer. On se dit toujours, on est mieux servi que par soi-même. C'est quelque chose que tu as observé, ça aussi? Oui, ça peut être ça aussi, mais dans mon cas, avec ce livre-là, je sentais que le livre veut sortir de moi le plus vite possible. Être dans la main de... C'était une approche pragmatique. Oui, c'était quelque chose que je sentais, je ne peux pas dire non. Même si je n'avais pas beaucoup de pouvoir, je ne peux pas dire non à ce concept d'écrire un livre, même si je n'ai pas écrit un livre avant, même si je l'ai écrit tout en anglais, dès le début. Donc c'était un projet que je n'ai pas eu avant, mais mon organisme était si faible qu'il n'a pas résisté à cette idée-là. Et tu écris donc plusieurs livres coup sur coup, avec succès, je le disais, et à tel point que tu décides même de lancer une association d'écrivains immigrants, International Writers Association. Immigrant Writers Association à Toronto. Explique-nous comment ce projet-là a pris forme. En effet, j'ai visité le salon du livre, pas celui français, celui en anglais, World on the Street Festival. L'année que j'ai publié mon livre, en septembre, j'ai visité ce salon-là et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs indépendants dans ce salon-là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et aussi, j'ai vu au milieu du festival du livre, c'était des tentes avec des associations pour les écrivains. J'ai dit, tiens, si tu es avec un groupe, tu peux être au milieu du festival et les gens peuvent te voir. Si tu es indépendant, tu ne les vois même pas. J'ai vu juste 2 auteurs indépendants dans le coin. Peut-être les gens ne le voyaient même pas. Donc, j'ai quitté le festival en disant je dois démarrer cette association pour les écrivains immigrants parce que j'ai appris beaucoup dans le processus. J'ai dit peut-être il y en a d'autres immigrants qui veulent écrire, qui veulent publier, ou peut-être ils ont déjà écrit. Je veux les aider. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré cette association-là. Et tu t'es rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Tu as réussi à rassembler beaucoup d'immigrants écrivains en herbe ou confirmés qui ont adhéré à l'association. Ça fait combien de temps maintenant? 5 ans? 4 ans. 4 ans. Oui. On a fêté 4 ans l'année dernière. Et il faut dire aussi que l'association publie chaque année un recueil qui rassemble les écrits d'un certain nombre de membres.
Oui, toi aussi tu as J'ai le eu la chance de chapitre. publier un chapitre une année avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé ton chapitre. Merci. Très, très bien. Donc les écrivains écrivent en anglais nécessairement, mais viennent des quatre coins du monde. Et tu as des gens d'un peu partout, c'est ça? Oui, l'association est enregistrée au niveau fédéral au Canada. Oui. Donc, on a eu des personnes de Suède ou de l'Inde qui veulent être membres de l'association. On a dit, vous devez être ici en tant qu'immigrant au Canada pour devenir membre. Oui, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées à écrire. On les encourage à écrire dans quelle langue ils veulent. C'est juste pour ce recueil-là, on veut le faire en anglais parce qu'on veut le publier pour avoir plus de visibilité pour l'association et pour les membres. Mais le fait qu'on publie ce qu'ils écrivent dans ce livre-là, ça leur donne de visibilité aussi. Les gens peuvent découvrir après ce qu'ils ont écrit ou ils veulent écrire. Et aussi, ce que moi j'ai voulu faire avec cette anthologie-là, projet d'anthologie annuel, de les aider à comprendre aussi tout le processus. C'est pas juste l'écriture, mais il y a aussi le venir, réviser, demander à quelqu'un de réviser du point de vue de la langue, formater le livre. Donc tout le processus jusqu'à la livre va être publié. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ne savent pas. Moi, je savais rien avant. Donc, j'ai voulu les apprendre et leur donner des conseils au fur et à mesure pendant ce processus-là. Je me rappelle, avec la première anthologie, je les ai mis en contact avec la personne qui a fait la collection. Et il y avait des personnes qui acceptaient tout. J'ai dit, t'as pas besoin d'accepter tout. Même dans un chapitre, la personne a changé vraiment le sens de la phrase. J'ai dit, si c'est pas ce que tu voulais dire, tu n'as pas besoin d'accepter. Donc, c'est pas juste le fait que tu dois travailler avec quelqu'un en professionnel, parce que c'est vraiment une profession ici, être éditeur. Mais c'est aussi ton œuvre, toi, tu dois collaborer avec cette personne-là. Mais c'est une formidable leçon d'accompagnement, effectivement, pour devenir plus professionnel et pour apprendre, comme tu le disais, toutes les étapes jusqu'à la publication. Et aussi, ça me donne de la confiance. J'ai eu des personnes qui m'ont dit le fait qu'on a passé par ce processus-là, ça me donne de confiance. Maintenant, je peux publier moi-même. C'est ça. Ou approcher des maisons d'édition. Et ce qui est intéressant également à travers cette association, c'est de se rendre compte à quel point un certain nombre d'enjeux sont communs, quelle que soit la partie du monde d'où l'on vient, la culture que l'on a et notre langue maternelle. Eh bien, lorsqu'on est immigrant, on retrouve un certain nombre de sensations, de problèmes à résoudre, de conflits, et on traverse des expériences humaines qui sont similaires. Et là, oui, beaucoup de défis qui sont similaires, oui. C'est une manière de se sentir moins seul. Oui, et il y a des personnes qui deviennent membres de l'association parce qu'ils sentent qu'ils appartiennent dans cet environnement-là. Ils voient des choses similaires avec les autres membres, avec ce qu'on fait ici. Donc. Revenons, si tu veux bien, parce que le temps passe, les voyez là, mais je lisais sur ton site internet que tu parlais, et ça me permet de la transition toute trouvée avec ta pratique artistique, puisque tu disais que le coaching a lui-même aiguisé en quelque sorte et augmenté ta créativité dans tous tes aspects professionnels, les aspects de ta vie, y compris les expressions artistiques. Je le disais tout à l'heure, tu es peintre également. Mais j'aimerais en savoir un petit peu plus et savoir s'il y a un endroit où on peut voir certaines de tes œuvres. Déjà, je fais plusieurs choses. La peinture, c'est une des choses. Mes livres de photo-coaching, j'ai une série, j'ai 4 livres là. Une des livres, c'est avec mes peintures. Oui. Donc les gens peuvent le voir là. J'ai encore les livres, je pense faire une autre exposition, je l'ai fait avant. Pas de livre de peinture. Peinture ici à Toronto? J'ai fait une exposition de peinture avant, mais je pense continuer dans ce sens-là aussi. J'ai plein d'idées, plein de choses que je veux faire. Je fais aussi des bijoux, des colliers, oui. De la photographie, les autres albums, les autres livres de photo-coaching sont avec mes photos. Oui, oui. Le photo-coaching, rappelle-nous pour les auditeurs qui ne voient pas, qui ne comprennent pas le concept,
J'avais eu l'occasion de t'interviewer il y a quelques temps pour un de ses livres. C'est passionnant comme concept. Explique-nous en 2 mots comment ça fonctionne. En tant que personne, certaines sont plus réceptives aux mots, d'autres personnes sont plus réceptives à des images et le visuel. Et le concept que moi j'ai mis en place, je l'appelle photo coaching parce que j'emmène mes photos, surtout quand je prends des photos, je prends des milliers de photos, mais il y a certaines qui me parlent. Donc je regarde la photo et il y a quelque chose, une question, une phrase qui me vient à la tête qui est reliée à ça. Mais la phrase, l'idée, c'est plutôt relié au comportement humain. Donc ce que je fais dans ce livre-là de photo coaching, c'est que je mets une photo et je mets une question de coaching pour aider la personne à réfléchir. Parce que, par exemple, j'ai une photo, j'ai 2 photos, une avec la tour Eiffel, la tour Sienne. Ah, la tour Sienne, ici. La tour Sienne de Toronto, oui. La tour Sienne qui est entre 2 grands immeubles, il est très petit. Mais une autre photo qui le prend d'une autre perspective où tu vois la tour Sienne beaucoup plus grande que les mêmes immeubles. Ouais. Donc c'est juste la perspective qui est différente. Donc la question c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour voir les choses d'une autre manière. Te sentir peut-être stressé par la situation, mais peut-être il y a d'autres façons de regarder la même situation où toi tu as certains avantages. Donc c'est ça qu'ils font ce livre-là de photo coaching. Ils aident les gens à s'ouvrir, à voir les choses d'une manière différente. Ces questions de coaching sont des questions que j'utilise vraiment dans le coaching, qui aident les gens à voir d'autres perspectives sur leur vie, sur leur carrière, sur la situation où ils en sont maintenant. Donc, c'est vraiment le concept de coaching que j'amène. Grâce au support visuel à la photographie, oui. À tes photographies en particulier, tu disais aussi parfois avec tes peintures. Là, c'est presque un prolongement de la psychologie comme approche. Oui. Ouais. On pense à des tests célèbres avec des tâches. Je me rappelle, j'étais avec plusieurs artistes, on devait écrire notre proposition d'artiste, comment tu l'appelles, pour nous décrire, artist statement. Ok, ouais. J'ai commencé à écrire, elle disait, je ne comprends pas. Elle était quelqu'un qui a étudié l'art, a travaillé avec beaucoup d'artistes de musées. Et je lui ai montré une photo. Et j'ai dit, moi dans cette photo, je vois ça. Elle a dit, ah mais c'est quelque chose qu'on a... je ne me rappelle pas le terme qu'elle a utilisé. Elle a dit, les gens, quand ils voient une image, ils peuvent voir juste les éléments de l'image. Toi, tu vois quelque chose qui a derrière ça, le concept qui ressemble au comportement humain par rapport à l'image, même si l'image c'était par rapport à la nature. Donc c'était une image de nature. Elle a dit que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, cette approche-là, et c'est ça qui m'a fait penser de créer ce concept de photo coaching, parce que on va mettre les deux ensemble. Alors, tu as beaucoup de cordes à ton arc, comme on dit. On en a parlé de certaines, mais dans la liste, j'ai vu que tu fais partie, même tu présides un certain nombre, ou tu as présidé un certain nombre d'associations, sociétés roumaines, des réseaux d'affaires, participé à des différentes campagnes pour les sans-abri au Canada, des campagnes de mentorat. C'est important pour toi de t'investir dans les communautés, évidemment, à travers ton travail de coaching, tu as une relation humaine particulière, mais j'ai l'impression que tu peux aussi t'investir au-delà. J'aime bien ta question parce que je le vois d'une autre manière. À un moment donné, j'ai reçu un diplôme pour le bénévolat au Canada. J'ai dit, mais je ne crois pas que je fais du bénévolat. C'est un peu ce que toi tu me demandes. C'était pas vraiment du bénévolat pour m'investir dans quelque chose. C'était toujours partir. On revient à l'introverti qui a certains objectifs en tête. Je veux aller dans cette direction-là. Si ça ressemble à la direction où je m'en vais, je veux aller les aider. L'expérience va m'aider aussi. Donc, c'est pas que juste je veux faire quelque chose de très bien et je me force le faire. Okay. C'est dans la même direction par rapport à ce que je veux. C'est donner pour recevoir. Oui, c'est un peu comme ça. Et
En effet, ce bénévolat, de quoi tu parles, les choses que j'ai fait pendant le bénévolat m'ont aidé à un moment donné d'avoir un emploi de manager parce que j'avais de l'expérience parmi le bénévolat de leader, des groupes, des organisations. Donc, même le bénévolat que j'ai fait, je n'ai pas pensé avant que je vais avoir besoin. Mais ça peut aider. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, on parlait avant, qui ne pensent pas faire du bénévolat, c'est pas payant. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Même le deuxième emploi que j'ai eu, c'était par rapport au bénévolat que j'ai fait 3 ans avant. Le conseil précieux et qui, effectivement, ici au Canada, rapporte en règle générale beaucoup à ceux qui savent s'y investir. Le bénévolat, ça fait vraiment partie de la carrière professionnelle. C'est un tout, je pense. Oui, même l'association Immigrant Writers Association, c'est du bénévolat. Mais c'est venu par rapport à une idée, je voulais vraiment aider les nouveaux arrivants, les immigrants en général, parce que je suis un nouveau arrivant, créer ce pont-là entre ce que nous on pense, parce qu'on vient de notre pays, avec une certaine culture, peut-être on a visité plusieurs pays avant d'y arriver. Et ici, il y a ce milieu multiculturel, donc je voulais faire ce point-là entre les deux perspectives, mais c'est pluriperspective si je peux le dire. Parce que ce qui est né ici, vit ici, n'a pas cette ouverture d'esprit que quelqu'un peut avoir quand il vient d'un autre pays. Donc j'ai voulu aider les gens à comprendre cette ouverture, pas seulement de culture, mais d'esprit, de nuances, des idées, des stratégies. Il y a plein de choses que les immigrants amènent. Donc c'est aussi par rapport à, tu sais, il y a cette campagne qui dit aux personnes qui sont nées ici, vous devez comprendre que les immigrants sont bien. En effet, il faut faire, les immigrants doivent aussi s'ouvrir pour que les autres vont voir ça. Pas juste le dire aux autres que les immigrants sont bien. Donc j'ai voulu aussi aider les immigrants à s'ouvrir un peu plus. À transmettre aussi toutes les qualités qu'ils amènent avec eux, toute leur culture. Oui, toutes les idées. On a des idées que peut-être les autres n'ont pas, pourquoi pas les exprimer. C'est ce qui fait aussi le dynamisme et la richesse du pays, du Canada. Oui, une autre chose que j'ai vu, tu viens ici avec 2 bagages et tu essaies de te débrouiller, créer ta carrière au Canada. Tu laisses un peu à côté le point de vue culturel. Peut-être que tu n'as pas du temps, de l'argent et ça pèse. Parce qu'avant, tu vivais d'une certaine façon, la culture, surtout dans mon pays, et je crois qu'en France, c'est pareil. La culture faisait partie de ta vie, c'était pas juste quelque chose qui, tu dois donner $100 pour aller à un certain spectacle. Tu peux le retrouver un peu partout, tu le découvres au fur et à mesure, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Et si tu le laisses à côté, ça va t'empêcher même de te débrouiller ici. Exactement. C'est une des raisons pour lesquelles tu as redéveloppé ton côté artistique plus récemment. Non, mon côté artistique s'est développé parce que j'ai commencé à appliquer le concept de coaching sur moi-même. Et quand tu enlèves toutes les pensées négatives, toutes les choses que les autres t'ont dit que tu dois faire, tu reviens à qui tu es vraiment. Ce que tu veux vraiment faire. Oui. J'étais une personne créative avant, donc la créativité, c'est juste, je crois que c'est comme un noyau. Quand tu enlèves ce qui est à la surface, tu retrouves vraiment le corps, comme on dit. Alors, beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion dans cette émission de Francophone du Talent, j'aime beaucoup ça. Gabriela, le temps qui nous est imparti touche déjà à sa fin, alors je voulais te demander quels sont les projets qui t'animent aujourd'hui, en ce moment. Tu continues tes activités de coaching, tu continues d'écrire, tu continues ta pratique artistique, et j'en passe, mais je crois que tu as encore d'autres projets. Oui, je développe Introverts Academy. Introverts Academy. Alors là, oui. c'est quelque chose d'une ampleur nouvelle. Explique-nous en 2 mots de quoi il s'agit. Donc, tout ce que j'ai fait avant, j'ai découvert que c'est un peu dans plusieurs domaines, mais il y a ce point commun par rapport aux introvertis et par rapport à comment ils sont vus dans la société. Et avec Introverts Academy, ce que je veux faire, c'est aider les personnes introverties à se comprendre eux-mêmes d'abord, parce qu'ils ont plein de points forts qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment les utiliser, donc ça c'est
un des aspects. Un autre aspect, c'est le faire comprendre aux personnes introverties, extraverties, comment s'entendre mieux. Donc, je vais aller aussi vers la compagnie pour les aider à augmenter leur productivité, à comprendre mieux comment les personnes qui sont plus timides, comme ils disent, qui ne parlent pas, qui sont pas très engagées, en effet, ils ont beaucoup à offrir, mais ils doivent juste créer l'environnement pour que ces personnes peuvent s'ouvrir. Tu penses que dans le milieu entrepreneurial, il y a une éducation à faire pour que ces personnes-là trouvent mieux leur place? Oui, en effet, c'est mon prochain livre pour les personnes introverties qui veulent démarrer ou qui ont déjà leur propre entreprise. Comment ils peuvent y arriver en utilisant leur point fort, pas seulement les stratégies que les autres, la plupart des extrovertis, veulent imposer pour dire tu dois faire ça, ça et ça pour réussir, parce qu'il y a des choses que tu peux faire avec tes points forts. Les introvertis sont très bien, ils peuvent, c'est pas facile pour nous de réseauter dans une grande salle, mais parler avec une seule personne, c'est très facile. Ouais. Surtout si tu as quelques informations avant, tu te sens un peu plus à l'aise. Et tu peux même construire des relations qui peuvent déboucher, voilà, on parle maintenant et se rencontrer avant. Ces relations que tu développes en temps, ça peut aider avec des entreprises aussi. C'est pas juste des personnes que tu ne connais pas. Tu peux avoir des partenaires, tu peux avoir des références, tu peux avoir des idées qui peuvent t'amener à la prochaine phase. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire en tant que personne introvertie si tu utilises plus tes points forts. Donc, Introvert Academy veut utiliser les concepts que j'ai appris de coaching, de toutes les autres stratégies, et les utiliser dans différents domaines. C'est ça que je veux faire. Et que je fais déjà avec des cours en ligne aussi. Ah, pardon, voilà, c'est la forme que ça allait prendre. J'allais te demander comment est-ce que tu développes ça. Des cours en ligne Des cours en ligne, des ateliers, des livres, d'autres livres à venir. Maintenant, j'ai un contrat avec une organisation qui aide les femmes francophones qui ont leur propre entreprise. Et je les aide en français et en anglais, dans quelle langue ils veulent. Donc, ce que j'aime beaucoup par rapport à cette organisation, c'est la seule organisation en Ontario qui peut, pour une femme entrepreneur francophone, par exemple, donner accès à des fonds jusqu'à 5 000 $. Alors, quel est le nom de cette association? C'est PARO, PARO.ca. Donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on les aide avec le programme de cette organisation. On les aide où ils en sont maintenant. S'ils veulent démarrer ou s'ils ont déjà démarré, ils veulent grandir ou explorer d'autres marchés, il y a quelque chose là pour eux. Donc, c'est pour ça que j'ai un contrat à temps partiel avec eux, mais je continue avec Introvert Academy, le coaching et toutes les autres choses. Quelle énergie! Merci beaucoup, Gabriela Gassineanu. De rien. L'énergie vient du fait que tu fais ce que tu plais. C'est ça qui te donne cette énergie, ça vient de l'intérieur pour les personnes introverties. Donc, si en tant que personne introvertie, tu commences à faire des choses qui te plaisent, tu vas avoir de l'énergie, et les autres vont croire que tu es une personne extravertie. En effet, c'est pas l'énergie de l'extraverti que tu amènes, c'est l'énergie par rapport à cette connexion avec tes objectifs, les choses qui te plaisent vraiment. Alors voilà, un autre très bon conseil, poursuivez votre objectif. D'abord, apprenez à vous connaître, apprenez quel est l'objectif que vous devez poursuivre, et puis se focaliser permet de développer cette énergie, je crois. Oui, et si tu ne connais pas, ton premier objectif, c'est de donner une date limite. Jusqu'à cette date, tu dois avoir l'objectif. C'est ce que j'ai fait pour découvrir ce que je veux faire. Donc, je ne savais pas dans quelle direction y aller, mais je me suis dit, jusqu'à cette date-là, je veux savoir. Alors, tu as testé différentes options? Je n'ai pas vraiment testé, mais j'ai été ouvert aux signes de la vie. Le signe était, tu as rencontré 2 personnes qui font du coaching dans 2 semaines. Ça, c'est un signe. Donc, des signes comme ça, la vie nous donne des signes. Il faut juste faire attention à ces signes-là. Merci beaucoup, Gabriela, d'avoir participé à cette émission de Francophones ont du talent sur les ondes de choc. Merci pour l'invitation.